Nous allons terminer les ensembles fonctionnels de la main par l'étude de la main et plus particulièrement des doigts, et ensuite nous verrons successivement, depuis le bras, l'avant-bras et la main, l'ensemble des muscles qui animent ces structures. L'ensemble fonctionnel de la main comprend des parties très diversifiées. Premièrement, pour les 4 derniers doigts, des métacarpiens qui sont en regard de la paume de la main, c'est une structure pratiquement immobile. Les 4 derniers doigts sont semblables, mais le premier doigt, le pouce, lui, a une fonction totalement différente, mais surtout complémentaire, pour les mouvements de préhension fine. On commence par les 4 derniers doigts qui sont similaires, et ce schéma est une vue palmaire où seul le 3e rayon est représenté en détail. On retrouve dans la partie haute de l'écran les 2 rangées des os du carpe, pour lesquels on a évoqué les mouvements de circonduction associés à l'avant-bras. Les métacarpiens sont des os longs, avec une base qui est proximale, une diaphyse, un col et une tête qui est distale. Les 4 métacarpiens sont similaires, l'un par rapport à l'autre, avec quelques différences de taille, et ils s'articulent avec la 2e rangée des os du carpe par une arthrodie. Le squelette comprend ensuite 3 phalanges, une phalange proximale ou P1, avec à l'extrémité distale une trochlée miniature, une phalange intermédiaire ou P2 qui est légèrement plus petite, mais avec la même disposition, et une phalange distale ou P3 qui est en regard de l'ongle et de la pulpe des doigts sur la face palmaire. Ces doigts sont numérotés de 1 à 5 à partir du pouce, avec tout d'abord l'articulation carpo-métacarpienne. Ce sont des arthrodies extrêmement solides et qui solidarisent la base du métacarpien avec la 2e rangée des os du carpe. Les mouvements sont d'amplitude très faible, quelques degrés éventuellement, et les traumatismes intéressent rarement l'articulation carpo-métacarpienne. La cohésion de la paume de la main, donc des métacarpiens, est assurée en partie par le ligament transverse profond qui appartient à l'aponévrose palmaire profonde, qui réunit le col de chacun des métacarpiens les uns par rapport aux autres. L'articulation métacarpophalangienne est une condylarthrose, avec 2 axes de rotation, celui qui va permettre les mouvements de flexion-extension des doigts, mais aussi d'écartement-rapprochement des doigts. La base des premières phalanges, ensuite, va être solidarisée par un ligament palmaire interdigital qui appartient à l'aponévrose palmaire superficielle. C'est lui qui est visible dans la commissure des doigts, avec cette forme légèrement arquée, la concavité étant vers le haut. On a ensuite 2 articulations interphalangiennes, ce sont des trochléarthroses unidirectionnelles, miniatures, qui sont maintenues par des ligaments collatéraux et qui ont une efficacité tout à fait performante. Cette succession de schémas représente les ensembles fonctionnels des articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes des doigts. Premièrement, en haut et à gauche, une articulation métacarpophalangienne détaillée. Elle met en présence l'épiphyse distale d'un métacarpien, qu'on appelle la tête d'un métacarpien, avec une zone qui est dilatée, une zone qui est large, qui est un vaste condyle, qui s'articule avec la base de la première phalange, qui elle est légèrement concave. Il vient s'y associer un fibrocartilage intermédiaire. Le schéma en haut et à droite est une vue axiale, lorsque le doigt est en flexion, la première phalange est donc dirigée vers le bas, alors que le métacarpien, lui, est horizontal. Le schéma en bas et à droite représente la succession métacarpien, première phalange, deuxième phalange.
et la surface condylienne du métacarpien. Cette surface condylienne comprend un revêtement cartilagineux qui est à la fois distal mais également ventral. Il y a donc deux zones, un champ phalangien et un champ palmaire. Champ phalangien et champ palmaire pour bien différencier ces structures cartilagineuses. En regard s'articule la glène, ou cavité glénoïdale de la première phalange, et sur la face palmaire, eh bien, la cavité glénoïdale de la première phalange, ou phalange proximale, est complétée par un fibrocartilage glénoïdien. Fibrocartilage glénoïdien qui va pouvoir s'articuler avec le champ palmaire de la tête du métacarpien. Les articulations interphalangiennes sont, à la limite plus simples, ce sont des trochléarthroses, avec ici la première phalange qui se termine par une poulie, une trochlée, qui recouvre presque totalement la surface cartilagineuse, et contre laquelle vient s'articuler la base de la deuxième phalange, qui présente une crête centrale, qui s'engage dans la gouttière de la trochlée. Cette trochlée miniature présente deux surfaces régulièrement recouvertes de cartilage. Les mouvements intempestifs des doigts provoquent, comme partout ailleurs, une arthrose, une usure articulaire, qui peut être parfois très déformante sur ces articulations. Le fibrocartilage glénoïdien est présent sur la face palmaire de l'articulation métacarpophalangienne, mais également assez souvent sur les articulations interphalangiennes. Quels sont les mouvements possibles au niveau des doigts? Ces mouvements sont différents entre l'articulation métacarpophalangienne, les articulations interphalangiennes, mais surtout ils sont différents selon la position du doigt, qu'il soit en extension ou en flexion au niveau des articulations métacarpophalangiennes. Le schéma au centre de l'écran est une vue longitudinale de l'un des 4 derniers doigts, par exemple le 3e doigt. En haut et à droite, c'est une vue axiale, l'articulation métacarpophalangienne est en flexion, et en bas, c'est une articulation interphalangienne, également en vue axiale. Les mouvements de flexion-extension sont possibles et réalisés dans les 3 articulations. En ce qui concerne l'articulation métacarpophalangienne, les mouvements de flexion-extension vont influer sur la stabilité articulaire. En effet, comme le montre le schéma au centre, lorsque l'articulation métacarpophalangienne est en extension, les ligaments collatéraux de la capsule articulaire sont détendus. À ce niveau, la base de la première phalange est en regard du champ phalangien du métacarpien. Par contre, lorsque cette articulation est en flexion, ce qui est le cas sur le schéma en haut et à droite, eh bien en flexion, les ligaments collatéraux de la capsule métacarpophalangienne viennent se placer en regard du champ palmaire, et donc ces ligaments sont mis sous tension et stabilisent l'articulation métacarpophalangienne. En effet, l'exercice est simple à vérifier. Si vous avez cette articulation en extension, vous pouvez réaliser des mouvements d'écartement rapprochant les doigts. Par contre, si cette articulation est en flexion, il est quasiment impossible d'écarter les doigts par rapport au 3e rayon. Cette situation stabilise les articulations métacarpophalangiennes et permettent une préhension plus fiable. Le bord supérieur de la tête du métacarpien est creusé d'une gouttière, c'est là que passe le tendon du ligament extenseur. Dans les articulations interphalangiennes, proximales et distales, les surfaces articulaires sont des trochléarthroses. Elles sont donc destinées à un seul axe de rotation pour des mouvements de flexion-extension, mais là aussi,
pour stabiliser la préhension et stabiliser les articulations interphalangiennes. La trochlée a une forme asymétrique. Elle est plus étroite sur la face dorsale que sur la face ventrale. Et lorsqu'une articulation interphalangienne proximale ou distale est en flexion, comme pour l'articulation métacarpophalangienne, les tendons collatéraux sont mis en tension et stabilisent la préhension. Deuxièmement, uniquement pour l'articulation métacarpophalangienne, il y a des mouvements d'inclinaison ou écartement rapprochement des doigts. Ces mouvements d'inclinaison ou écartement rapprochement des doigts sont seulement possibles lorsque les doigts sont en extension. Encore une fois, si les articulations métacarpophalangiennes sont en flexion, l'inclinaison est quasiment inexistante. Le schéma suivant montre l'ensemble fonctionnel très particulier du pouce ou premier doigt. Cet ensemble fonctionnel débute au niveau de la première rangée des os du carpe par le scaphoïde, qui permet une préorientation de la colonne du pouce, qui se poursuit par le trapèze. Ce trapèze a une extrémité distale en forme de croissant et s'articule avec le premier métacarpien. Ce premier métacarpien est plus court, mais plus volumineux, plus trapu, plus solide que les autres. Surtout alors que les autres sont immobiles, lui il va être, à l'opposé, très mobile. C'est une articulation en selle qui intervient entre le trapèze et le premier métacarpien. La particularité, c'est également uniquement deux phalanges, une phalange proximale et une phalange distale pour l'ensemble fonctionnel du pouce. Entre le premier métacarpien et la première phalange, il y a une condylarthrose, comme pour les os précédents, mais cette condylarthrose va être très peu mobile. Elle sera mobilisée uniquement en flexion-extension. La phalange distale est plus grosse que pour les autres doigts et s'articule avec une trochléarthrose entre P1 et P2. Cet ensemble de la colonne du pouce montre trois articulations successives, mais qui vont être légèrement différentes, avec une particularité spécifique de l'espèce humaine, c'est que par rapport aux autres doigts, le pouce est de 3/4 plus ventral. Ce pouce est dans un plan plus ventral et permet l'opposition du pouce à chacun des 4 derniers doigts. Les articulations spécifiques de la colonne du pouce sont tout d'abord l'articulation trapézo-métacarpienne. Articulation en selle qui va permettre 3 directions de mouvement, 3 axes de rotation au premier métacarpien par rapport au carpe. Sur le schéma sont représentés uniquement une partie du trapèze et le premier métacarpien. L'articulation en selle va permettre différents types de mouvements. De façon très schématique, le trait noir vertical, c'est la diaphyse du deuxième métacarpien. Il y a 3 axes de rotation, donc 6 directions de mouvement. Tout d'abord en vert, les mouvements d'abduction-adduction, qui sont représentés par la flèche ici au niveau du col du premier métacarpien. Ces mouvements d'abduction-adduction se font dans un plan strictement frontal. C'est le mouvement d'écarter ou de rapprocher le pouce par rapport au deuxième métacarpien. Encore une fois, le mouvement ne se fait que dans un plan frontal. Mouvements d'abduction-adduction qui sont différents des mouvements d'extension-flexion, qui eux se passent dans un plan beaucoup plus horizontal. En extension, on part pratiquement sur le même niveau que l'abduction, mais en flexion, le premier métacarpien croise le second métacarpien et amène le pouce jusqu'au niveau de la tête du 5e métacarpien, au niveau de la partie latérale et distale de la paume de la main. Ce mouvement se fait donc dans plusieurs plans à la fois. Reste le mouvement de rotation axiale,
Mouvement de rotation axiale qui, lui, se fait sur un axe longitudinal, sur l'axe du premier métacarpien, et qui est limité par les butées de l'articulation en selle, sur chaque extrémité du trapèze, comme la base du premier métacarpien. Voyons maintenant plus en détail l'appareil ligamentaire et capsulaire de cette articulation métacarpophalangienne du pouce. Cette articulation métacarpophalangienne, contrairement aux autres, n'a que un axe de rotation. Et ces mouvements sont des mouvements de flexion-extension. Il n'y a pas de mouvement d'inclinaison, sinon le pouce est instable. On a ici à gauche une vue latérale de l'articulation métacarpophalangienne, en haut à droite une vue palmaire, et un résumé ici sur une flexion de chacune des articulations du pouce. Tout d'abord, les articulations métacarpophalangiennes, ce sont des condylarthroses, avec la surface condylienne, un champ phalangien, un champ palmaire pour la tête du métacarpien, le complément par un fibrocartilage intermédiaire qui comprend presque toujours un petit os surnuméraire, un os sésamoïde. Ces os sésamoïdes sont inclus dans les ligaments et le cartilage, et des faisceaux de ligaments passent à leur contact. La dissection est souvent difficile parce que le tissu capsulaire à ce niveau est très dense. Il y a donc deux os sésamoïdes, deux petits noyaux d'olive, un sésamoïde externe, un sésamoïde interne, au contact du cartilage, voire incrusté dans celui-ci, qui passent sur les faisceaux des ligaments de la capsule articulaire métacarpophalangienne et qui sont renforcés par des muscles courts de la main. Soit le court fléchisseur, qui envoie un faisceau sur le sésamoïde, soit l'adducteur du pouce, qui lui aussi envoie un faisceau sur le sésamoïde. Ces articulations autorisent donc uniquement des mouvements de flexion-extension. Elles doivent être stables pour une préhension efficace, et dans notre région, un accident fréquent et spécifique, c'est l'accident du bâton de ski. Lorsque le pouce reste coincé dans la dragonne, lors d'une chute, eh bien, il y a très fréquemment des entorses d'articulations métacarpophalangiennes, déchirures des ligaments, éventuellement du ménisque, et toute altération de ce type nécessite une réparation chirurgicale si on veut retrouver un premier doigt stable sur cette articulation, stable pour la préhension. Les muscles courts fléchisseurs et adducteurs stabilisent l'articulation. Ce sont des muscles courts, mais indispensables. Enfin, le dernier schéma, avec toutes les pièces squelettiques depuis le trapèze jusqu'à la phalange distale, montre les mouvements de flexion-extension possibles. L'extension, elle est de 10 degrés en métacarpophallangien. 10 degrés également en interphalangien. Cette amplitude est essentiellement féminine, avec une souplesse articulaire. L'homme a rarement 10 degrés d'extension en métacarpophallangien. La flexion, elle est plus forte que l'extension, 80 degrés en métacarpophallangien, 80 degrés en interphalangien. L'extension, qui est ici de 10 degrés, peut être plus importante chez les personnes jeunes, féminines, avec une laxité ligamentaire. Mais il faut au moins les 80 degrés de flexion et 10 degrés en extension. Pour les muscles du membre supérieur, nous avons déjà étudié ceux qui participent à l'ensemble fonctionnel de l'épaule. Nous allons maintenant décrire les muscles du bras, puis de l'avant-bras, et enfin les muscles courts de la main. Sur le plan topographique, les muscles sont situés dans des loges musculaires, de part et d'autre du squelette. Ils sont disposés en plusieurs couches, couches superficielles ou profondes. Par exemple, le deltoïde est superficiel pour l'épaule, la coiffe du rotateur est en position de profondeur. Sur le plan morphologique, il y a des muscles longs et des muscles courts, plus spécifiquement dans la main, et particulièrement pour les muscles longs des doigts, par opposition aux muscles courts, les corps musculaires sont situés dans l'avant-bras. Du point de vue fonctionnel, on peut les séparer en deux groupes très simples. Les muscles extenseurs du coude, du poignet, des doigts,
situés sur la face dorsale du squelette, et les muscles fléchisseurs, pour le coude, le poignet, etc., qui, en grande majorité, sont situés sur la face ventrale du squelette. Les muscles sont antagonistes. Il faut, en permanence, un équilibre entre des muscles extenseurs et des muscles fléchisseurs. Si par exemple, pour une raison neurologique, les muscles extenseurs disparaissent, eh bien la flexion sera très nettement perturbée. Les muscles peuvent être monoarticulaires, c'est-à-dire avoir une action sur une seule articulation, mais la plupart du temps ils sont polyarticulaires et ont une action sur deux ou plusieurs articulations. Fréquemment, les muscles monoarticulaires sont dans le plan profond, les muscles polyarticulaires superficiels. Au niveau du bras, il y a deux loges. Deux loges où se répartissent les muscles. La loge ventrale pour les muscles fléchisseurs et la loge dorsale pour les muscles extenseurs. Ces deux loges sont séparées par le squelette médian, central, mais aussi par des lames aponevrotiques ou des fascias qui divisent ces loges musculaires et les séparent l'une de l'autre. Ce schéma est une vue latérale du membre supérieur droit. On reconnaît comme squelette la scapula, l'humérus, et l'articulation du coude avec l'ulna et le radius en position de flexion à 90 degrés. À titre de rappel, on a placé le muscle coracobrachial qui appartient au système fonctionnel, à l'ensemble fonctionnel de l'épaule. Ce muscle coracobrachial est inséré en proximalité sur le processus coracoïde de la scapula et il se termine sur la diaphyse de l'humérus, juste en distalité du col chirurgical de celui-ci. Il y a trois muscles fléchisseurs, trois muscles dont une partie ou la totalité du corps musculaire est située au niveau du bras, à l'étage huméral. Premièrement, le muscle brachial, c'est un muscle avec un corps musculaire fortement développé qui permet une action avec une force importante. Ce muscle est dans le plan profond. Il est inséré sur la face ventrale de la diaphyse de l'humérus, juste en aval de l'insertion du coracobrachial. Ce muscle est triangulaire. Il se termine en distalité sur le processus coronoïde de l'ulna. C'est un muscle fléchisseur de l'articulation du coude. Sa terminaison distale est tendineuse, il est majoritairement musculaire, et il est innervé par le nerf musculo-cutané. Le deuxième muscle de la loge ventrale, muscle fléchisseur, c'est le muscle biceps ou biceps brachial. Biceps, puisqu'il a en proximalité deux chefs, un long et un court, qui sont des prolongements tendineux. Le long biceps va s'insérer au pôle supérieur de la cavité glénoïdale de la scapula. Ce long biceps, on l'a vu, a ensuite un trajet sur l'épiphyse proximale de l'humérus, un trajet intertuberculaire, dans lequel il est maintenu par le ligament transverse. Ce long biceps va rejoindre l'origine du corps musculaire. C'est là que se termine aussi le court biceps, le deuxième chef, inséré à l'extrémité du processus coracoïde, et qui rejoint le précédent, pour ensuite développer un corps musculaire volumineux, fusiforme, qui est le plus superficiel dans la loge du bras, qui s'amincit en un tendon distal, tendon qui contourne la tubérosité bicipitale du radius, en passant sur la face dorsale. Ce muscle biceps a une innervation assurée par le nerf musculo-cutané. C'est un muscle triarticulaire. Il est, premièrement, fléchisseur dans l'articulation huméro-ulnaire. La flexion, qui intervient en distalité sur le radius, est active, puisque nous avons vu que radius et ulna sont solidaires l'un de l'autre, en particulier pour l'extrémité proximale et l'extrémité distale, avec entre les deux une membrane interosseuse.
Deuxièmement, le muscle biceps est supinateur. C'est une fonction secondaire qui se fait grâce au jeu d'un couple musculaire, biceps et supinateur, que l'on reverra dans un moment. Enfin, ce muscle biceps est stabilisateur dans l'articulation scapulo-humérale. Le troisième muscle de la loge, c'est le muscle brachio-radial. Muscle brachio-radial qui est situé en partie au niveau du bras et la plus grande partie au niveau de l'avant-bras. C'est un muscle superficiel, latéral. Son insertion proximale se fait sur 6 à 8 cm de hauteur, au niveau de la diaphyse de l'humérus, et se termine jusqu'au niveau de l'épicondyle latéral. Pour sa forme, c'est un muscle plat, légèrement concave sur sa face interne. Il est pour moitié musculaire, pour moitié tendineux, en distalité, et cette moitié tendineuse en distalité va s'insérer sur le processus styloïde radial par un long tendon. Sa fonction est biarticulaire. Il intervient dans la flexion du coude et dans une situation très particulière. Par exemple, le coude à 90 degrés comme sur le schéma, avec dans la main un livre qui doit être soutenu, fait intervenir presque spécifiquement ce muscle brachio-radial. Le muscle brachio-radial est supinateur, mais cette action supinateur intervient à partir du mouvement de pronation extrême jusqu'à la situation intermédiaire, c'est-à-dire lorsque la main est dans un plan sagittal. Au-delà, c'est un autre couple musculaire qui intervient. L'innervation est assurée par le nerf radial qui est le nerf de l'extension. La loge postérieure contient les muscles extenseurs. C'est essentiellement le muscle triceps brachial, un muscle long et volumineux, associé à un muscle court, le muscle anconé. Premièrement, la division des trois chefs donne le long triceps. Le long triceps, qui est inséré en proximalité au pôle inférieur de la cavité glénoïdale de la scapula, c'est un corps musculaire volumineux qui va rejoindre une lame tendineuse verticale dorsale rectiligne, une lame tendineuse et aponevrotique sur laquelle se terminent les trois chefs du muscle triceps. Le deuxième chef, le vaste externe, est inséré sur la face dorsale de l'humérus à partir du col chirurgical jusqu'à la gouttière de torsion de l'humérus. Là encore, le corps musculaire est développé et agit avec une force musculaire importante. Le troisième chef, c'est le vaste interne qui est inséré sur l'humérus sur sa face dorsale, en distalité par rapport à la gouttière de torsion, et il rejoint les deux précédents, et c'est lui qui se termine de façon plus individuelle par le prolongement tendineux distal au niveau de l'olécrane. Entre le vaste externe et le vaste interne, on a la gouttière de torsion de l'humérus, qui n'est pas un phénomène mécanique de torsion, mais qui est le lieu de passage du nerf radial, le nerf principal de l'extension du membre supérieur. Nerf radial qu'on va trouver jusqu'en distalité du membre supérieur. Ces trois chefs forment donc le triceps brachial, auquel est associé en numéro 4 le muscle anconé, muscle court, sur la face latérale du coude, dont on a déjà vu qu'il renforçait le ligament collatéral externe. Ce muscle anconé est innervé par le nerf radial. Ce deuxième schéma représente les mêmes pièces squelettiques, mais cette fois-ci sur une vue de face qui va de l'épaule jusqu'en distalité des deux os de l'avant-bras. Le muscle deltoïde est remis en place pour mémoire
Souvenez-vous l'insertion proximale sur la clavicule, sur l'acromion, l'épine de la scapula, et une insertion distale qui va au tiers moyen à mi-parcours, à mi-hauteur de la diaphyse humérale sur la face externe. Comme pour le schéma précédent, le muscle coraco-brachial est sur ce schéma depuis le processus coracoïde jusqu'à la diaphyse de l'humérus, avec une insertion distale approximativement symétrique vis-à-vis du deltoïde. Le second muscle, le biceps ou biceps brachial, est ici représenté avec ses deux chefs, le long biceps en pointillé, le court biceps en trait-plein. Le corps musculaire fusiforme est généralement développé et forme le galbe de la région du bras sur la face ventrale. Et sa distalité est représentée ici avec le tendon distal principal qui subit un mouvement de torsion et se termine sur la tubérosité bicipitale du radius, sur la face dorsale de celle-ci. On comprend bien dans cette terminaison tendineuse qu'une contraction du biceps va permettre un mouvement de supination du radius par rapport à l'ulna. Il y a ensuite une extension aponévrotique sur les muscles de l'épitroclé. Le muscle suivant, c'est le brachioradial, avec ses deux moitiés, musculaire proximale, tendineuse distale, une insertion sur la face latérale de l'humérus en proximalité. Ce muscle est mince, étendu en hauteur, et forme une sorte de cornet sur la face latérale de la région du coude. En distalité, le muscle brachioradial se termine au niveau du processus styloïde du radius. Les muscles épitrocléens sont représentés pour mémoire. Les muscles de l'avant-bras sont beaucoup plus nombreux si on les compare aux muscles de la région du bras. Ce sont des muscles dont le corps musculaire est situé dans l'avant-bras, ou, disons, presque tous les corps musculaires sont situés dans l'avant-bras, mais en distalité, ces muscles ne se terminent pas tous à hauteur de l'avant-bras, ils vont au niveau du carpe ou sur les structures de la main et des doigts. Il y a deux grandes régions. Deux grandes régions séparées par le squelette et la membrane interosseuse, un groupe de muscles antéro-internes par opposition à un groupe de muscles postéro-externes. Ceci parce que l'avant-bras, en position de référence, est orienté à 30 degrés en dedans par rapport au plan de référence frontal. Au total, il y a 20 muscles, là aussi en deux plans, un plan superficiel, un plan profond. La classification initiale concerne deux groupes antagonistes, les muscles épitrocléens sur le schéma du haut et les muscles épicondyliens sur le schéma du bas. Les muscles épitrocléens ont tous une insertion proximale sur l'épicondyle médial. On dénombre ainsi, de la partie médiale vers la partie latérale, le fléchisseur ulnaire du carpe, puis le fléchisseur superficiel des doigts, le long palmaire, le fléchisseur radial du carpe et le muscle rond-pronateur. Globalement, ce sont des muscles fléchisseurs par opposition aux 7 épicondyliens, qui eux seront des muscles extenseurs. On a donc ainsi successivement le long et le court extenseur radial du carpe, puis le muscle extenseur des doigts, sous-entendu l'extenseur commun des doigts, puis l'extenseur du 5e doigt, l'extenseur ulnaire du carpe, le muscle supinateur et le muscle enconé qu'on a déjà décrit. Voyons maintenant, plus en détail, chacun des corps musculaires, leurs insertions, leurs fonctions. Tout d'abord, les muscles épitrocléens. Ce sont avant tout des muscles fléchisseurs, avec, comme je l'ai déjà dit, pour tous, une insertion proximale commune, l'épicondyle médial. On a donc le fléchisseur ulnaire du carpe. C'est un muscle qui s'insère, bien sûr, sur l'épicondyle médial,
mais également sur pratiquement la moitié de la hauteur de la diaphyse ulnaire, et ceci sur la face dorsale de cette diaphyse ulnaire. Le corps musculaire est proximal, et entre les deux insertions squelettiques, humérale et ulnaire, il y a une arcade fibreuse qui fait un pont, l'arcade du muscle fléchisseur ulnaire du carpe, et c'est sous cette arcade que passe le nerf ulnaire. Ce nerf ulnaire, qui a un trajet à ce niveau dans la loge postérieure du bras, va passer dans une gouttière osseuse entre l'épicondyle médial et l'olécrane, puis il va passer en avant dans la loge ventrale en franchissant l'arcade fibreuse du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. C'est une zone qui peut se rétrécir dans le vieillissement et qui peut traumatiser, par des microtraumatismes quotidiens répétés, le nerf ulnaire. Cette striction du nerf ulnaire peut faire l'objet d'un traitement chirurgical qui agrandit l'arcade fibreuse du fléchisseur ulnaire du carpe ou qui agrandit la gouttière osseuse. En distalité, ce muscle fléchisseur ulnaire du carpe va se terminer sur 3 régions. Son tendon distal, qui débute à mi-hauteur de l'avant-bras, va donner une terminaison sur la face ventrale des 4e et 5e métacarpiens, près de leur base, et une petite extension sur le crochet de l'amatome. Et comme on peut le voir sur le schéma, cette terminaison distale englobe un os spécifique du carpe, le pisiforme. Le pisiforme est englobé dans le tendon distal du fléchisseur ulnaire du carpe et se comporte comme un os sésamoïde, et c'est en aval, en distalité, que les 3 insertions squelettiques se réalisent. Le second muscle, c'est le fléchisseur radial du carpe. Muscle long, fusiforme, avec une origine sur l'épicondyle médial, il est légèrement oblique, dirigé latéralement, avec un corps musculaire moins développé que les muscles précédents, et il va se terminer en distalité sur la base ventrale des 2e et 3e métacarpiens. Ce muscle fléchisseur radial du carpe ne passe pas dans le canal carpien comme peut le laisser supposer le schéma, il passe au niveau de l'aponévrose palmaire superficielle, c'est une structure de la main dans la partie moyenne de cette aponévrose. Le 3e muscle, c'est le long palmaire. Ce muscle est inconstant. Il n'existe pas chez tous les individus. Il a une origine au niveau de l'épicondyle médial. Il descend avec une orientation moins oblique que le précédent. Il se poursuit par un tendon à mi-hauteur sur la face ventrale de l'avant-bras et il va se terminer sur l'aponévrose palmaire superficielle de la main et non pas sur le rétinaculum des fléchisseurs. Cette aponévrose est plus superficielle que le rétinaculum. Le schéma suivant décrit toujours le groupe des muscles épitrocléens. C'est une face ventrale de la région du coude et de la moitié supérieure, de la moitié proximale des 2 os de l'avant-bras. On a ensuite le muscle rond pronateur. Ce muscle rond pronateur est en 2 faisceaux. 2 faisceaux, le plus proximal s'insère sur l'épicondyle médial, le second va s'insérer sur la face ventrale de l'ulna au niveau de l'épiphyse proximale. Il y a donc 2 chefs qui vont se réunir pour un corps musculaire, et c'est entre ces 2 chefs que passe le nerf médian qui va naturellement innerver ce muscle rond pronateur. Ce muscle rond pronateur participe au mouvement de pronation intervenant sur l'ensemble fonctionnel de l'avant-bras. Le 2e muscle, qui est plus médial, c'est le fléchisseur superficiel des doigts. C'est un muscle volumineux, avec 3 insertions proximales, une insertion
sur l'épicondyle médial, c'est la plus proximale, puis une insertion sur la face ventrale de l'ulna, et enfin une insertion sur la face ventrale du radius, en distalité par rapport à la tubérosité bicipitale. Entre ces deux insertions, ce muscle fléchisseur superficiel fait une arcade fibreuse, mais contrairement au muscle précédent, cette arcade fibreuse est large et ne provoque pas de traumatisme sur le nerf médian, puisque le nerf médian passe en profondeur du muscle fléchisseur superficiel des doigts et donne l'innervation de ce fléchisseur superficiel. Voyons maintenant sur la loge postérieure. Les muscles épicondyliens vont prédominer. Tout d'abord, pour mémoire, on a remis en place le fléchisseur ulnaire du carpe. On comprend bien sur ce schéma, sur cette vue dorsale, l'insertion proximale humérale sur l'épicondyle, puis l'insertion sur la diaphyse de l'ulna, qui débute à hauteur de l'olécrâne et s'arrête à mi-hauteur de l'ulna. Il a donc une forme légèrement concave, et on comprend mieux sur ce schéma que le précédent le trajet du nerf ulnaire qui passe dans cette gouttière osseuse entre l'écrâne et l'épicondyle médial, puis qui franchit l'arcade fibreuse du fléchisseur ulnaire du carpe. En distalité, on a vu qu'il englobe l'os pisiforme, qui devient un os sésamoïde, et qu'il a 3 terminaisons distales. La loge postéro-externe contient premièrement le muscle long extenseur radial du carpe. Long extenseur radial du carpe, c'est un muscle avec un corps qui est très grêle, peu développé, parce que les mouvements d'extension demandent moins d'énergie que les mouvements de flexion. Ce sont des mouvements essentiellement d'équilibre, de défense. Les mouvements de flexion permettent de porter une charge, d'animer un objet. Ce muscle long extenseur radial du carpe remonte au-delà de l'épicondyle latéral. Il remonte au début de la diaphyse de l'humérus. C'est le muscle le plus superficiel latéralement, qui devient tendineux au tiers crânial de l'avant-bras. Il est ensuite rectiligne et se termine sur la face dorsale du deuxième métacarpien, près de l'articulation carpo-métacarpienne. Le court extenseur radial du carpe est symétrique, mais cette fois-ci avec une insertion proximale uniquement épicondylienne. Le corps musculaire est très grêle et le tendon distal se termine sur la face dorsale de la base du troisième métacarpien. Le muscle suivant, c'est l'extenseur des doigts, sous-entendu extenseur commun des doigts, muscle épicondylien avec un corps musculaire faible, qui descend progressivement dans l'avant-bras avec une terminaison qui sera décrite sur le schéma suivant avec des divisions pour les 4 derniers doigts. Le muscle extenseur du 5e doigt. Muscle donc long, spécifique pour l'extension du 5e doigt, a un corps musculaire très faible. Sa terminaison est spécifique, on la verra ultérieurement. On a ensuite le muscle extenseur ulnaire du carpe, inséré de façon symétrique par rapport au fléchisseur ulnaire du carpe. L'extenseur ulnaire du carpe est inséré sur l'épicondyle latéral, mais aussi la diaphyse ulnaire sur sa face dorsale, et il descend, en devenant tendineux à mi-hauteur, jusque sur la face dorsale de la base du 5e métacarpien. Tous ces muscles de la loge postéro-externe sont innervés par le nerf radial, ainsi que le muscle enconé, qu'on a déjà décrit plusieurs fois. Le fléchisseur ulnaire du carpe, quant à lui, est innervé par le nerf ulnaire. Ce diagramme montre la terminaison de certains muscles que l'on vient de décrire sur le schéma précédent. Tout d'abord, ce sont des muscles extenseurs des doigts. Le numéro 1, l'extenseur commun des doigts, en bleu très foncé, a son origine épicondylienne, un corps musculaire peu développé puisque l'extension
n'a pas de finalité de force. Et au niveau de l'interligne articulaire radiocarpien, eh bien ce tendon unique va se diviser en 4 éléments. 4 tendons distaux, 4 tendons qui sont réunis par des éléments aponevrotiques et tendineux sur la face dorsale de la main, et de façon spécifique, ils ont tous le même type de terminaison distale sur les phalanges, avec un prolongement qui va se terminer sur la base de la première phalange, un second prolongement qui se termine sur la base de la deuxième phalange, puis le tendon se dédouble et donne une terminaison double au niveau de la face dorsale de la troisième phalange près de sa base. Il y a donc 4 tendons distaux pour ce muscle extenseur des doigts. Ensuite, 2 autres muscles sont représentés. L'extenseur propre du 5e doigt, c'est un muscle long, c'est un muscle épicondylien, avec un corps musculaire très modeste, puisque l'extension du 5e doigt va demander peu d'énergie. Son tendon distal, qui apparaît, comme les précédents, au tiers moyen, tiers supérieur de l'avant-bras, descend verticalement dans la face dorsale, et il va se terminer de façon spécifique sur le tendon de l'extenseur commun destiné au 5e doigt, au niveau de la jonction carpo-métacarpienne. De même, l'extenseur du 2e doigt, ou extenseur propre du 2e doigt, est un muscle cette fois-ci de la loge profonde de l'avant-bras, inséré avant tout sur l'ulna. Le corps musculaire est peu développé, il passe en profondeur par rapport au tendon précédent, extenseur commun et extenseur du 5e doigt, et il va se terminer, comme le précédent, sur le tendon de l'extenseur commun des doigts destiné au 2e doigt. Ce schéma va permettre d'expliciter les mouvements de flexion-extension au niveau du carpe, mais également les mouvements d'inclinaison cubitale ou radiale. 2 diagrammes qui représentent une partie du squelette de la région du bras et de la main et qui sont en position de référence anatomique exposant la face ventrale de l'avant-bras et de la main. Les muscles fléchisseurs sont en bleu, les muscles extenseurs sont en rouge. Mais ces muscles vont pouvoir travailler avec des associations différentes selon les mouvements de flexion-extension ou d'inclinaison. Sur le schéma de droite, le fléchisseur ulnaire du carpe est représenté de façon schématique avec ses 2 insertions proximales, une insertion sur l'épicondyle médial, une plus large sur la face dorsale de l'ulna, et sa terminaison au niveau du bord cubital de la main sur la base des 5e métacarpiens. Le fléchisseur radial du carpe a son insertion proximale sur l'épicondyle, il traverse toute la face ventrale de l'avant-bras et se termine sur les 2e et 3e métacarpiens au niveau de leur base. Pour les muscles extenseurs, nous avons en rouge le long et le court extenseur radial du carpe, avec des insertions symétriques en distalité par rapport au fléchisseur radial du carpe, mais qui cette fois-ci sont sur la face dorsale de la main et non plus la face ventrale. Sur le schéma de droite, il reste le muscle extenseur ulnaire du carpe, inséré depuis l'épicondyle latéral, puis la diaphyse de l'ulna, et sa terminaison sur la base du 5e métacarpien. Terminaison encore une fois sur la face dorsale, ce qui est représenté en pointillé. Les muscles fléchisseurs vont travailler 2 à 2. Fléchisseur ulnaire du carpe et fléchisseur radial du carpe. Les muscles extenseurs sont au nombre de 3, long et court extenseur radial du carpe, extenseur ulnaire du carpe, mais ces muscles vont pouvoir
travailler de façon différente avec des associations différentes pour l'inclinaison du poignet. En effet, si on prend le schéma à droite, c'est une inclinaison radiale qui n'est que de 15 degrés, puisque le carpe va buter contre le processus styloïde du radius, ce qui limite l'amplitude de mouvement. Alors que, sur le schéma de droite, où on représente une inclinaison ulnaire ou inclinaison cubitale de la main, l'amplitude est plus importante, elle atteint 45 degrés, puisque, souvenez-vous, il y a un vide sous-cubital et que la distance entre le processus styloïde ulnaire et le carpe est importante. Pour ce mouvement, ce sont des muscles qui se regroupent de façon différente par rapport au mouvement de flexion-extension. Ce sont les muscles qui ont le radical radial qui permettent l'inclinaison radiale et les muscles qui ont le radical ulnaire qui permettent l'inclinaison en direction ulnaire ou cubitale. Beaucoup de muscles travaillent en couple, et ce schéma va représenter les couples musculaires du mouvement de pronosupination. On a donc, pour le mouvement supinateur, d'une part le biceps qui développe une force importante, c'est un muscle de la région du bras, avec cette insertion distale très particulière, qui se fait sur la face dorsale de la tubérosité bicipitale du radius, face dorsale qui va donc être à l'origine d'un mouvement de rotation externe de la main lorsque le biceps intervient. Ce biceps va être complété par l'action du muscle supinateur. Muscle supinateur qui a deux insertions proximales, une sur l'épicondyle latéral, l'autre sur la face dorsale de l'ulna. Il y a deux faisceaux musculaires, un superficiel, celui qui est huméral, un profond, celui qui est ulnaire. Entre ces deux faisceaux passe le nerf radial qui assure l'innervation du muscle supinateur. La terminaison distale est symétrique par rapport au biceps. Terminaison symétrique, cette fois-ci sur la face ventrale, pour le supinateur, alors que le biceps se termine sur la face dorsale. Cette association en couple permet le mouvement de supination. Pour la pronation, il y a également un couple musculaire, cette fois-ci séparés l'un de l'autre, avec le rond pronateur qui est proximal et le muscle carré pronateur qui est distal. On a décrit précédemment les faisceaux du muscle rond pronateur. Le muscle carré pronateur, lui, est distal, juste au-dessus de l'articulation radio-ulnaire inférieure. C'est un muscle qui est plus rectangulaire que carré, avec des fibres musculaires transversales, insérées d'un côté comme de l'autre sur la face ventrale des diaphyses radiales et ulnaires, et l'association de ces deux muscles, rond et carré pronateur, permet en partie le mouvement de pronation. Ils sont tous les deux innervés par le nerf médian, alors que le biceps est innervé par le nerf musculocutané et le supinateur par le nerf radial, nerf qui passe d'ailleurs entre les deux faisceaux, faisceau superficiel et faisceau profond du muscle supinateur. Pour ce résumé, voici un schéma qui représente la main en position de pronation pour le membre supérieur droit. Eh bien, le muscle brachioradial va être supinateur de la position de pronation extrême jusqu'à la position intermédiaire. Position intermédiaire, c'est-à-dire que la main a une orientation sagittale, le pouce vers le haut. Et c'est ensuite, au-delà, le couple biceps supinateur qui termine le mouvement et qui amène la paume de la main en orientation ventrale pour la position de référence anatomique. Ce schéma va permettre de décrire le plan profond des muscles de la loge postérieure de l'avant-bras. On retrouve les repères squelettiques comme précédemment, humérus, radius ulna, le carpe et surtout le premier doigt, le pouce, avec ses trois pièces squelettiques.
Pour mémoire, deux muscles épicondyliens sont représentés, le long extenseur radial du carpe, le plus latéral en rose, et le court extenseur radial du carpe. On a vu que ces muscles se terminent respectivement sur la face dorsale au niveau de la base du deuxième métacarpien et sur la même face dorsale pour la base du troisième métacarpien. Ces tendons des muscles extenseurs radial du carpe sont situés dans un plan plus profond au contact du squelette par rapport au groupe musculaire que l'on va décrire. Pour mémoire, on a les insertions du muscle anconé et ensuite 4 muscles avec des corps musculaires faibles, peu développés, qui sont successivement le long abducteur du pouce avec une insertion ulnaire, radiale, un peu sur la membrane interosseuse. Il se transforme très vite après quelques centimètres en tendon. Ce tendon est latéral et ce tendon se termine sur la base du premier métacarpien. Ce muscle permet l'abduction. Il est innervé par le nerf radial. Le deuxième, c'est le muscle court extenseur du pouce. Le court extenseur du pouce est inséré à cheval sur la membrane interosseuse et la diaphyse du radius. Il a ensuite un trajet presque vertical et se termine sur la deuxième pièce squelettique du pouce, c'est-à-dire la première phalange, au niveau de la base de celle-ci. Le troisième muscle, c'est le long extenseur du pouce, avec une insertion proximale sur l'ulna et la membrane interosseuse. Le corps musculaire est peu développé, le tendon distal est allongé, et il se termine sur la base, sur la face dorsale, de la deuxième phalange ou phalange distale du pouce. Enfin, l'extenseur du deuxième doigt, sous-entendu l'extenseur propre du deuxième doigt, a un corps musculaire encore plus faible, une insertion proximale ulnaire et sur la membrane, et on a vu sur le schéma précédent que ce tendon du court extenseur du deuxième doigt va rejoindre le tendon de l'extenseur commun des doigts, destiné au deuxième doigt à l'index. Voici une vue d'anatomie de surface de la main droite qui représente les différents reliefs qui peuvent être osseux, tendineux ou musculaires. Ce schéma a un grand intérêt dans l'examen clinique de la main. Parmi les reliefs, il y a tout d'abord les reliefs squelettiques, le relief du processus styloïde ulnaire, par opposition le relief du processus styloïde radial, puis les têtes des métacarpiens, qui forment toujours un relief arrondi sur la face dorsale de la main, les tendons des muscles extenseurs des doigts, qui se distribuent un peu en éventail sur la face dorsale de la main. Ces tendons vont passer sur une gouttière, comme on l'a vu, gouttière sur la face dorsale de la tête des métacarpiens. On a ensuite, dans l'espace interdigital entre le pouce et le deuxième doigt, une voussure, un relief arrondi, assez volumineux, qui représente le corps musculaire du muscle premier interosseux dorsal. Ce muscle premier interosseux dorsal, à l'état normal, doit toujours être arrondi, bien développé. Si ce muscle est atrophique, qu'il est creux, il y a forcément une anomalie neurologique au niveau de la main. Les tendons, que l'on vient de décrire sur le schéma précédent, sont ici représentés par les mêmes couleurs, court extenseur radial du carpe et long extenseur radial du carpe, qui sont dans le plan le plus profond, au contact du squelette. Mais le schéma représente également les reliefs des tendons du long abducteur, qui se termine sur le métacarpien, le relief du tendon du court extenseur, qui se termine sur la base de la première phalange, et le tendon du long extenseur du pouce, qui lui va sur la phalange distale, la seconde pour le pouce.
entre long extenseur et court extenseur, juste en distalité par rapport au processus styloïde radial, il y a une dépression, une cupule. Cette dépression est normale, c'est ce qu'on appelle la tabatière anatomique qui est vraiment visible que lorsque le pouce est en extension. Son intérêt clinique comprend l'examen clinique du scaphoïde. En effet, l'os scaphoïde est au fond de cette tabatière anatomique et une pression à peine forte réveille une douleur intense en cas de traumatisme de fracture du scaphoïde, mais passe également l'artère radiale, l'une des deux artères principales de la main, qui va former des arcades anastomotiques avec l'artère ulnaire. Le schéma suivant va nous permettre de comprendre les fonctions associées des muscles fléchisseurs et des muscles extenseurs. Fonctions qu'on appelle des synergies entre ces différents groupes musculaires. En effet, on a vu que la flexion permet 85 degrés d'amplitude ainsi que l'extension. Mais cette amplitude maximale de 85 degrés dans chaque cas dépend de la position des doigts de la main. Cette synergie entre les muscles du poignet et les muscles longs est représentée par, tout d'abord, les fléchisseurs du poignet. Fléchisseurs du poignet qui sont les fléchisseurs radial du carpe, long palmaire, fléchisseur ulnaire du carpe. Cette flexion du poignet n'est possible dans son amplitude maximale que s'il y a une intervention de l'extenseur des doigts. En effet, si vous avez les doigts repliés ou le poing serré, on ne peut atteindre en flexion 85 degrés. Par contre, si vous étendez les phalanges et les articulations métacarpo-phalangiennes, eh bien on gagne au moins 15 degrés pour atteindre 85 d'amplitude de flexion. Pour l'extension, le phénomène est opposé. L'extension du poignet est réalisée par la contraction des muscles longs et courts extenseurs radial du carpe et par le muscle extenseur ulnaire du carpe, ceux qui sont représentés par la flèche rouge. Mais l'amplitude maximale n'intervient que si le muscle fléchisseur profond des doigts se contracte. L'expérience est très simple. Faites une extension de la main avec les doigts en extension. Si vous passez en flexion des doigts, vous gagnez 5 à 10 degrés d'amplitude d'extension du carpe. Donc, fléchisseur et extenseur travaillent en synergie pour une amplitude la plus importante possible dans chacun de ces mouvements. Ce schéma représente 3 vues successives de l'avant-bras avec le carpe et la palette humérale sur la gauche, un doigt, disons le 3e doigt sur sa face palmaire au centre, et une partie de l'avant-bras sur le schéma de droite. Ces schémas vont nous permettre de décrire les muscles fléchisseurs des doigts, avec 2 composantes, le fléchisseur superficiel et le fléchisseur profond. Sur le schéma de gauche, le fléchisseur superficiel présente, comme vous le savez maintenant, 3 insertions proximales, humérale, ulnaire et radiale, avec, entre les deux, entre l'insertion humérale et l'insertion radiale, une arcade fibreuse qui est large et qui ne provoque jamais de traumatisme sur le nerf médian. Ce corps musculaire est largement développé, avec une force importante, et au quart distal de l'avant-bras, il se termine et se divise en 4 tendons terminaux. Les tendons terminaux distaux du fléchisseur superficiel se dédoublent pour donner une terminaison sur les faces latérales des 2e phalanges des 4 derniers doigts. Sur le schéma qui est du côté droit, c'est le muscle fléchisseur profond qui est représenté en couleur rose. Il a une large insertion sur la diaphyse
de l'ulna, sur la face ventrale, qui est représentée hachurée. Le corps musculaire est moins développé que le précédent, mais là aussi, au niveau et à hauteur du quart distal de l'avant-bras, ce muscle se divise en 4 tendons terminaux, 4 tendons qui traversent comme le précédent le canal carpien. Il y a donc déjà 8 tendons dans le canal carpien, et la terminaison va s'effectuer sur la base de la 3e phalange. En fait, la terminaison distale est un peu plus complexe et représentée sur le schéma du milieu. Dans la partie haute, on reconnaît la tête du métacarpien, puis la première phalange, puis la phalange intermédiaire et la phalange distale. Tout d'abord, le tendon distal du fléchisseur superficiel passe en superficie du fléchisseur profond au niveau de la tête du métacarpien et au niveau de l'articulation métacarpophalangienne. À ce niveau, les adjectifs de superficiel et profond sont respectés et justifiés. À hauteur de l'articulation de l'interligne métacarpophalangien, le tendon distal du fléchisseur superficiel se divise en deux. Il se divise en deux, et cette division va permettre un entrecroisement de ces deux tendons en regard de la face palmaire de l'articulation interphalangienne proximale. Et après quoi ce tendon distal va rejoindre les faces latérales de la 2e phalange, face latérale de la 2e phalange où il termine son insertion distale. Mais le tendon du fléchisseur profond, qui était recouvert par le superficiel en proximalité, ce tendon reste rectiligne, unique, et il va passer en superficie par rapport au fléchisseur profond en regard de l'articulation interphalangienne proximale. C'est ainsi que l'on parle de fléchisseur perforant ou de tendon perforant pour le fléchisseur profond des doigts et de tendon perforé pour le fléchisseur superficiel des doigts. Le tendon distal du muscle fléchisseur superficiel des doigts se divise donc en deux à hauteur de l'articulation métacarpophalangienne, donne deux tendons qui se dirigent latéralement, médialement, et qui se croisent en regard de l'articulation interphalangienne proximale. Ce croisement aboutit à une insertion inverse. Le tendon dénommé B en regard de la phalange proximale se termine sur l'autre côté de la phalange intermédiaire, et de même pour son homologue dénommé A initialement. Ce croisement tendineux, mais c'est valable aussi pour des fibres nerveuses, ce croisement tendineux en anatomie s'appelle un chiasma, qui a lieu ici en regard de l'articulation interphalangienne proximale sur la face palmaire. Ces muscles sont innervés de façon spécifique. En effet, le fléchisseur superficiel est innervé en totalité par le nerf médian. Quant au fléchisseur profond, il est innervé pour moitié par le nerf médian, c'est-à-dire la partie musculaire qui est destinée au 2e et 3e doigt, et la partie musculaire destinée au 4e et 5e doigt est innervée par le nerf ulnaire. Parmi les muscles longs, le dernier, c'est le long fléchisseur du pouce, ou fléchisseur radial, puisqu'il a une insertion très vaste sur le radius. On a donc ici le radius, le carpe, le squelette du pouce. Le long fléchisseur du pouce a un corps musculaire très développé, volumineux, qui s'amincit et, en regard de l'articulation radiocarpienne, devient tendineux. Il traverse, comme les précédents, le canal carpien, reste sur la face palmaire du squelette du pouce, il passe entre les deux faisceaux du muscle court fléchisseur du pouce et va rejoindre la base de la phalange distale du pouce sur sa face palmaire. Ce long fléchisseur du pouce est innervé par le nerf médian. À noter que le court fléchisseur, en proximalité est inséré sur le carpe,
mais en distalité, comme on l'a déjà vu, il englobe dans son tendon distal une petite pièce osseuse en forme d'olive, c'est un os sésamoïde externe. Ce schéma représente une coupe du poignet transversale. La face palmaire est vers le haut, la face dorsale est vers le bas. Sans détailler en totalité cette coupe, on remarque que le squelette forme une gouttière à concavité ventrale, que cette gouttière va être complétée pour former une cavité ovale par le rétinaculum des fléchisseurs, et que de nombreux tendons vont traverser le canal carpien, c'est-à-dire les tendons du fléchisseur superficiel, les tendons du fléchisseur profond des doigts, le fléchisseur ou long fléchisseur du pouce, plus le nerf médian. On va détailler et expliciter les membranes synoviales qui accompagnent les tendons, mais que ce soit les tendons qui se modifient, la membrane synoviale ou le squelette qui provoque de l'arthrose, eh bien le premier élément à souffrir si ce canal est trop serré, c'est le nerf médian. Le traitement en est chirurgical. Les tendons fléchisseurs sont donc très longs. Ils mesurent soit 20, 25, 30 cm selon la taille de l'individu. Les corps musculaires sont au niveau de l'avant-bras, plutôt dans les 2/3 proximaux, et ensuite on a uniquement des prolongements tendineux. Ces prolongements tendineux, vis-à-vis du squelette, avec des insertions très distales, prendraient une orientation, comme on dit, à la corde de l'arc que forme la flexion des doigts. Et on aurait ainsi la paume de la main occupée par le volume des tendons des muscles fléchisseurs. Eh bien, il y a un système de gaine des tendons fléchisseurs pour les maintenir au contact du squelette. On a ici par exemple le deuxième doigt en position de flexion avec les pièces squelettiques correspondantes, radius, carpe, métacarpien et 3 phalanges. Ces deux tendons, fléchisseur superficiel et fléchisseur profond, sont maintenus au contact du squelette, premièrement par le rétinaculum des fléchisseurs en regard de la face palmaire du poignet. Ce rétinaculum est une couche conjonctive épaisse, solide. C'est ce qu'on appelle aussi le ligament annulaire du carpe. On a ensuite un système de tunnels et de gaines, avec un premier tunnel au niveau du col du métacarpien, puis un deuxième tunnel au niveau de la face palmaire de la première phalange, sur pratiquement toute la hauteur, puis un autre tunnel en C au niveau de la phalange intermédiaire, et il se termine au niveau de la phalange distale. Donc les tendons fléchisseurs superficiels et fléchisseurs profonds vont sur le squelette en distalité, ils sont maintenus par les tunnels de Tillot, à partir du col du métacarpien jusque à la phalange distale. Pour éviter une usure prématurée, ces tendons dans les gaines ostéofibreuses sont accompagnés par des membranes synoviales. Cet ensemble de schémas représente la face palmaire de la main droite, une section au niveau d'une phalange en haut et à gauche, et la disposition des tendons au niveau du canal carpien par rapport à la membrane synoviale. Ces gaines synoviales sont en fait là pour aider le mouvement, pour glisser l'une sur l'autre, et ainsi limiter l'usure tendineuse. Ces gaines synoviales sont nombreuses. Il y a premièrement une gaine synoviale digitocarpienne radiale. Elle débute au quart distal de l'avant-bras, en regard du radius. Elle descend dans le canal carpien, traverse celui-ci, accompagnant le
tendon du long fléchisseur du pouce. Le tunnel de Tillot au niveau du premier métacarpien se fait entre les deux os sésamoïdes, puis on a un tunnel ostéofibreux en distalité en regard de la première phalange. Deuxièmement, une gaine synoviale palmaire moyenne qui est modeste, mais qui remonte assez haut au niveau de l'avant-bras. On va voir que ces membranes synoviales, ces gaines synoviales, qui sécrètent un surfactant pour permettre un glissement avec une usure minimale, sont très sensibles à l'infection. Troisièmement, la gaine synoviale digitocarpienne cubitale ou ulnaire est plus volumineuse. Elle débute au niveau du quart distal de l'avant-bras, traverse le canal carpien, descend le long du cinquième rayon, avec, au niveau de la lettre du chiffre 3, la disposition suivante par rapport au tendon fléchisseur. Fléchisseur superficiel, fléchisseur profond. Eh bien, il y a deux couches de gaine synoviale en superficie, puis un diverticule qui se prolonge entre fléchisseur superficiel et profond, et enfin un troisième prolongement, qui cette fois-ci est en profondeur sur toute la longueur des tendons. Après cette gaine synoviale digitocarpienne cubitale, eh bien, il y a les gaines synoviales digitales, proprement dites, qui se limitent aux trois phalanges et la partie distale, la tête du métacarpien. Mais le principe des tunnels reste respecté. Les blessures de la main peuvent faire dans les suites une infection bactérienne, ou spontanément après une piqûre, par exemple par un objet végétal. L'infection d'une structure de la main s'appelle un panari, et ces gaines synoviales digitocarpiennes sont extrêmement sensibles à l'infection. Par exemple, une infection au niveau d'un doigt peut propager très vite en quelques heures dans une gaine digitocarpienne et atteindre le foyer inflammatoire et infectieux jusqu'à son niveau le plus proximal dans le quart distal de l'avant-bras. Cette infection qui diffuse dans les gaines synoviales digitocarpiennes s'appelle un phlegmon des gaines et traitée tardivement, eh bien c'est une infection qui laisse des séquelles. Les gaines synoviales ne peuvent plus glisser l'une par rapport à l'autre et provoquent ainsi une limitation de mouvement des doigts extrêmement importante. Donc lorsque une personne arrive avec une infection de la main sur la face palmaire, il faut aussi aller examiner l'avant-bras au tiers distal. L'infection peut déjà être à ce niveau. Le schéma de gauche représente la position d'un tendon fléchisseur superficiel et d'un tendon fléchisseur profond sur la face palmaire de la première phalange. Il y a donc la première phalange, relativement plate ou en légère cupule vis-à-vis des tendons, qui reçoit le tendon du fléchisseur profond, puis superficiel en rouge vif, et entre les tendons et le tunnel de Tillot, il y a, comme en forme de croissant, deux membranes synoviales, une superficielle et une profonde, dont les faces fonctionnelles sont en regard l'une de l'autre, qui s'interposent entre le tissu conjonctif du tunnel et les tendons, et limitent ainsi l'usure tendineuse, l'arthrose. Voyons maintenant les muscles courts entre les quatre derniers doigts. Ces muscles courts, difficiles à mémoriser, sont des muscles interosseux, muscles situés entre les pieds squelettiques, entre les métacarpiens, à hauteur de la main. Le schéma en haut est un schéma d'une vue palmaire de la main droite. En bas, c'est une coupe transversale. Il y a deux groupes de muscles interosseux. Les muscles interosseux dorsaux, représentés en rouge, les muscles interosseux palmaires et les muscles lombricaux. L'axe de la main est défini par le troisième rayon, c'est-à-dire
le rayon médian à mi-distance entre le pouce et le cinquième doigt. On retrouve cet axe de la main sur la coupe transversale. Il est à noter que les diaphyses des métacarpiens ne sont pas du tout circulaires, mais au contraire triangulaires, avec un sommet qui est orienté vers la paume de la main. Parmi les muscles représentés, on a tout d'abord les interosseux dorsaux. Interosseux dorsaux qui sont en rouge, avec une large insertion sur la diaphyse du métacarpien, qui est représentée à la fois sur la vue palmaire, mais aussi sur la coupe, et cette large insertion proximale du muscle interosseux dorsal se fait sur la face du squelette qui ne regarde pas l'axe de la main. C'est la face du squelette qui est orientée médialement ou latéralement, mais qui ne regarde pas l'axe de la main. La deuxième insertion de ces muscles, c'est de rejoindre le métacarpien le plus proche par une insertion fine et bien délimitée. Ceci concerne l'insertion proximale de ces muscles. L'insertion distale est complexe et est représentée de façon incomplète sur le schéma. Les deuxième et troisième interosseux se réunissent deux à deux sur la base de la première phalange et par une dossière sur la face dorsale de la phalange. À partir de là, les muscles interosseux palmaires ont une insertion proximale unique sur la partie restante de la diaphyse des 4 derniers doigts, avec une insertion sur la face du squelette qui regarde l'axe médian de la main. On a donc cette association très spécifique entre deuxième et troisième interosseux dorsal, puis entre premier interosseux dorsal et deuxième interosseux palmaire, etc. Les extrémités sont complétées par des muscles comme le court abducteur du pouce qui a une insertion proximale symétrique par rapport au premier interosseux palmaire, et ce court abducteur du pouce complète le mouvement d'abduction par rapport au muscle long qu'on a vu, et à l'opposé, sur le bord cubital, c'est le muscle abducteur du cinquième doigt, un muscle court, qui vient se terminer en complément du quatrième interosseux palmaire. Ceci permet des mouvements d'écartement-rapprochement des doigts, mais également des mouvements très fins et très rapides comme sur un clavier. La coupe inférieure représente tous ces éléments, le pouce sur le côté gauche, le cinquième doigt sur le côté droit de la coupe, avec les muscles court abducteurs du pouce et abducteurs du 5 qui sont représentés, ainsi que les muscles lombricaux. Les muscles lombricaux sont très particuliers, ils sont très courts et n'ont aucune insertion squelettique. Les muscles lombricaux sont au nombre de 4. Les premiers et deuxième muscles lombricaux destinés au deuxième et troisième doigts ont une insertion proximale unique sur le tendon du muscle fléchisseur profond des doigts. On verra sur le schéma suivant l'insertion distale, alors que les troisième et quatrième muscles lombricaux ont une double insertion et un double corps musculaire. Ces muscles lombricaux vont permettre un équilibre entre les muscles fléchisseurs et les muscles extenseurs. Ce schéma représente une vue de profil du deuxième doigt, avec le deuxième métacarpien sur sa face latérale et les 3 phalanges successives. On reconnaît les terminaisons des muscles animateurs des doigts, le fléchisseur superficiel ou tendon perforé, qui forme son chiasma qui va ensuite se terminer sur la phalange intermédiaire, avec une double terminaison. Le fléchisseur profond, initialement profond, qui est le tendon perforant, et qui, au-delà de la deuxième phalange, a une terminaison rectiligne unique sur la base de la troisième phalange.
Le muscle extenseur des doigts, représenté en violet, a un corps musculaire unique à l'origine. On a vu qu'il se divise en 4 tendons à hauteur de l'articulation radiocarpienne, puis ces 4 divisions vont suivre spécifiquement les métacarpiens pour passer dans une gouttière au niveau de la tête du métacarpien correspondant sur la face dorsale. C'est ainsi que, successivement, ce muscle extenseur des doigts va donner un prolongement qui se termine sur la face dorsale de la base de P1, puis une terminaison qui se termine sur la face dorsale de la base de P2, et un dédoublement du tendon distal qui se termine sur la face dorsale de la 3e phalange distale des doigts. Entre ces muscles longs, avec des tendons extenseurs ou fléchisseurs, viennent s'interposer les muscles interosseux. Et ici, c'est le premier interosseux dorsal, muscle interosseux qui a une large insertion sur la diaphyse métacarpienne. C'est l'insertion proximale, elle est double, elle revient également, puisqu'il y a un niveau de section hachuré en noir, par une insertion sur le pouce, mais en distalité, il y a 4 terminaisons différentes. Une première terminaison sur la base, côté palmaire, de la première phalange. Puis l'extension dorsale d'une dossière, une structure qui est large, qui recouvre le tendon extenseur des doigts et qui applique ce tendon extenseur contre le squelette. La 3e terminaison se fait sur le tendon extenseur qui est destiné à la 2e phalange, et la 4e terminaison se fait sur le tendon extenseur destiné à la 3e phalange. Les muscles lombricaux, et ici c'est le premier muscle lombrical, a une large insertion sur le tendon du fléchisseur profond et une brève insertion sur le prolongement le plus distal du tendon du muscle interosseux dorsal. Voyons maintenant, sur le plan fonctionnel et mécanique, le rôle de chacun de ces muscles. L'ensemble des muscles interosseux dorsaux permet les mouvements abducteurs par rapport à l'axe de la main, c'est-à-dire les mouvements qui écartent les doigts par rapport au 3e doigt, le médius. 4 muscles interosseux dorsaux participent, ainsi que l'abducteur du 5e doigt. Les muscles interosseux palmaires ont un effet inverse dans leur contraction, ce sont des muscles adducteurs qui rapprochent les 4 derniers doigts de l'axe médian de la main, de l'axe du médius. Voyons maintenant, en synthèse, les mouvements au niveau des doigts en décrivant, pour les mouvements de flexion-extension, quels sont les muscles qui interviennent. Premièrement, le schéma en haut et à gauche représente une position initiale en flexion au repos d'un doigt. On a comme élément squelettique le métacarpien, première phalange. Les articulations sont en flexion partielle au repos. Si on prend, comme premier exemple, le mouvement d'extension des doigts. Le mouvement d'extension des doigts fait intervenir le muscle extenseur des doigts qui va agir uniquement sur l'articulation métacarpophalangienne, provoquant une extension de P1, une extension dans l'articulation métacarpophalangienne. Mais l'extension des articulations interphalangiennes proximales et distales n'est réalisée que si les muscles interosseux palmaires et dorsaux interviennent. Et c'est lorsque ces muscles interosseux palmaires et dorsaux se contractent que on va avoir, par l'intermédiaire des tendons qui rejoignent les tendons de l'extenseur commun, un mouvement d'extension sur interphalangienne proximale et distale. Et ce mouvement va être, sur P2 et P3, renforcé par les muscles lombricaux qui aident les interosseux.
Pour le mouvement maintenant de flexion. Sur le schéma de gauche, on a la position initiale de repos. Le mouvement de flexion, décomposé de façon analytique sur les deux schémas à droite, c'est d'abord un mouvement de flexion métacarpophalangien. Mouvement de flexion métacarpophalangien qui est provoqué par la contraction des muscles interosseux palmaires et dorsaux. Ces muscles interosseux palmaires et dorsaux, bien qu'ils mettent les articulations interphalangiennes en extension, vont fléchir l'articulation métacarpophalangienne. Et enfin, la flexion des articulations interphalangiennes, proximales et distales, va être réalisée par la contraction des fléchisseurs profonds et superficiels. Donc, les muscles interosseux sont fléchisseurs pour la première phalange, mais extenseurs pour les deuxième et troisième phalanges. On peut dire autrement, les interosseux sont fléchisseurs pour l'articulation métacarpophalangienne, mais extenseurs pour les articulations interphalangiennes, proximales et distales. Un exemple clinique. C'est le même doigt, qui est ici représenté sur ce schéma, en vue de profil, mais il y a une paralysie des interosseux. Ce phénomène est malheureusement fréquent. Le nerf ulnaire, qui innerve les interosseux, est superficiel au niveau du poignet et peut faire l'objet d'un traumatisme tranchant, par exemple. Eh bien, si on a une paralysie du nerf ulnaire qui entraîne une paralysie des nerfs interosseux, la main prend la position qui est sur le schéma. En effet, c'est une position dite de griffe cubitale. Que se passe-t-il? Le muscle extenseur des doigts, qui est innervé par le nerf radial, est parfaitement fonctionnel, mais il ne va pouvoir agir que sur l'articulation métacarpophalangienne. Comme il y a un tonus musculaire, un équilibre agoniste-antagoniste, l'extension n'ayant plus de frein en flexion, l'extension agit plus et met l'articulation métacarpophalangienne en extension. Pour les fléchisseurs des doigts, eh bien, le fléchisseur superficiel est innervé pour moitié par le médian, mais le fléchisseur profond, en totalité, par le nerf ulnaire. Donc le nerf ulnaire innerve la totalité du profond, la moitié du fléchisseur superficiel. Il y a donc un mouvement de flexion des doigts, en particulier pour le fléchisseur superficiel, et il n'y a pas l'équilibre extenseur de ces articulations interphalangiennes puisqu'il n'y a plus de muscles interosseux. Ce dernier schéma pour les muscles de la main représente les muscles animateurs du pouce. Les muscles courts puisqu'on sait qu'il y a de nombreux muscles longs. C'est une face palmaire avec la moitié du carpe, la colonne du pouce et les deuxième et troisième métacarpiens. Ces muscles courts sont divisés en un groupe externe qui comprend le court abducteur, ici en rouge. C'est un muscle qui s'insère sur le relief, le tubercule du scaphoïde, qui est très latéral au niveau de la main, et qui a une terminaison complexe, une terminaison sur la base de P1, mais il est symétrique par rapport à l'interosseux, donc il y a une dossière sur la face dorsale de P1. On a ensuite en orange le muscle opposant qui est court, qui est inséré sur le tubercule du trapèze et largement sur la diaphyse du métacarpien du pouce. Quant au court fléchisseur, on l'a déjà représenté, il s'insère sur le trapèze, le trapézoïde. Ces deux faisceaux vont se rejoindre pour englober l'os sésamoïde externe et se terminer ensuite sur la base de P1. Le deuxième groupe, le groupe interne, associe le premier interosseux palmaire et l'adducteur. Le premier interosseux palmaire a une double insertion proximale, diaphyse
du premier métacarpien, insertion sur la diaphyse du deuxième métacarpien. Ces éléments se rejoignent avec ensuite une division distale sur la première phalange et ensuite par une dossière qui rejoint le court abducteur. Le muscle adducteur enfin est le plus volumineux des muscles courts de la main. Il a, ce muscle abducteur, deux faisceaux. Un premier faisceau qui s'insère sur la jonction trapézoïde et grand os ou capitatum. Une seconde insertion sur la diaphyse du troisième métacarpien et une troisième insertion sur la diaphyse du deuxième métacarpien. L'orientation des fibres musculaires devient pratiquement horizontale. Il y a une loge et des muscles spécifiques pour la colonne du pouce, puisque ce premier doigt est en situation de 3/4 ventral par rapport aux 4 derniers doigts. C'est lui qui subit l'opposition, qui peut aussi bien faire une préhension fine avec une aiguille, avec un instrument, qu'une préhension forte qui peut soulever votre propre poids. Ce pouce en position de 3/4 est spécifique de l'espèce humaine. Les grands primates ont des mains avec des préhensions très efficaces, mais jamais le premier doigt est en situation déplacée de 3/4 vis-à-vis des 4 derniers doigts. Ces mains de primates restent plates, avec un pouce qui est dans le même plan que les 4 derniers doigts. Certaines affections neurologiques peuvent être à l'origine d'une atrophie musculaire et d'une position du pouce qui, initialement 3/4 ventral, vient dans l'alignement des 4 derniers doigts. C'est ce qu'on appelle sur le plan clinique une main de singe, en grande partie en raison d'affections neurologiques. La description des muscles étant terminée, nous allons voir dans le chapitre suivant l'innervation et la vascularisation.